Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Gueule Tapée pleure la disparition d'un de ses fils. Bassirou Diop, membre de la sécurité de Barthélémy Dias, a trouvé la mort dans des conditions non encore révélées à l'opinion publique. Nos reporters se sont rendus dans son fief à suivre dans cette édition. Plus d'inclusion dans le recrutement à Dakar Demdik, c'est ce que réclament les membres de l'amicale et pour cause pas d'embauche de personnes handicapées au sein de la société. Depuis 2017, la direction est invitée à rectifier le tir. 12 ans après sa disparition, le Sénégal se souvient de Serigne Mansour Sy Borom Daradji, le saint homme connu pour sa maîtrise du Coran et l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous avait quitté un 8 décembre 2012. Son portrait au cours de cette édition et puis l'invité de ce 20h. Il s'agit de M. Abdoulaye Thiam, directeur technique du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, qui tient un atelier du 9 au 13 décembre prochain sur le développement durable des corridors. Nous le recevrons également avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce retour sur le décès d'un membre de la sécurité de Barthélémy Dias, Bassirou Diop, interpellé à Saint-Louis lors de la dernière campagne pour les législatives, était détenu à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Pour l'instant, aucun détail sur les circonstances de sa mort dans son fief à la Gueule Tapée. Ici à Dakar, eh bien, ses proches sont inconsolables depuis l'annonce de sa disparition. Le point, c'est avec Alsan Diop et Alioune Diagne. Pleurs, tristesse, mais aussi colère se lisaient sur les visages des proches de Bassirou. Le défunt faisait partie des gardes rapprochés du maire Barthélémy Dias, décédé hier. Sa famille est sous le choc. SS1. Je ne peux pas parler parce que sa mort nous a vraiment surpris. On se préparait à aller le voir jusqu'à ce qu'on nous annonce son décès hier. C'est très difficile. Je verse rarement de larmes, mais hier, j'en ai versé. C'est quelqu'un de digne et très généreux. Si Gueule Tapée est propre, c'est grâce à lui. Incarcéré lors de la campagne pour les législatives, Bassirou Diop laisse derrière lui 2 femmes et plusieurs enfants inconsolables. Décrit comme un grand homme par ses proches, l'ex-membre de la sécurité de l'édile de la ville de Dakar est aussi un homme affable. C'est quelqu'un de généreux qui aime ses proches. Il nous a beaucoup soutenus, c'est lui qui balayait ici. Il était également très courageux. C'était une bonne personne. Je peux même dire qu'il était mieux que moi. Il ne sous-estimait rien. L'essentiel pour lui, c'était de subvenir aux besoins de sa famille. Il était ouvert et social. En effet, Bassirou Diop faisait partie des 80 personnes interpellées à Saint-Louis lors de la campagne électorale pour les législatives et dont leur sort était attendu pour le début du mois de janvier. Paix à son âme. 24 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette extérieure du Sénégal en 2023, d'après un rapport de la Banque mondiale. Toutefois, selon le chercheur Pape Abdoulaye Seck de l'École d'administration publique du Québec, eh bien, ce montant inclut également la dette du secteur privé. Selon lui, l'État du Sénégal est endetté à hauteur de 11 milliards 500 millions de francs CFA. Mamadou Gueye, notre reporter, s'est entretenu avec lui. Les détails, c'est dans ce reportage. Après la publication du rapport de la Banque mondiale, la dette extérieure du Sénégal en 2023 est estimée à 24 000 milliards de francs CFA. Pape Abdoulaye Seck, économiste, précise que cette dette n'est pas uniquement celle de l'État. Elle inclut également le secteur privé. C'est un rapport déjà qui synthétise les données des États et des secteurs privés aussi. Donc ce n'est pas un rapport strictement orientés vers les États. Donc, les secteurs privés aussi sont considérés dans ce rapport-là. Donc, c'est pourquoi quand on prend l'exemple du Sénégal en 2023, donc oui, il est dit que le stock de la dette extérieure est de 24 000 milliards. Mais dans ces 24 000 milliards, la part de l'État, quand on parle de l'État, c'est l'État au sens de l'administration publique centrale et aussi du secteur parapublic. Donc, la part de l'État n'est que de 11 500 milliards de francs CFA.
11 500 milliards pour l'État et 9 600 pour le secteur privé, mais le montant restant est encore à déterminer. Le secteur privé en 2023 au Sénégal a eu une dette extérieure de 9 600 milliards de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que, donc, comparé aux 24 000 milliards de francs CFA, il reste un montant de 2 800 milliards de francs CFA. Et selon la Banque mondiale, ce montant, pour le moment, ne peut être affecté ni à l'État ou bien ni au secteur privé pour le moment, parce qu'ils ont un problème pour pouvoir retracer correctement ces montants. Cette dette de l'État du Sénégal est principalement détenue par les institutions de Bretton Woods, les privés et les pays liés par des accords bilatéraux. La dette extérieure publique du Sénégal donc, est détenue à 50% par les partenaires multilatéraux. Donc, la dette est multilatérale à 50%. Donc, quand on parle de la dette multilatérale, donc c'est la Banque mondiale, Banque africaine de développement, Fonds monétaire international, etc. Et aussi, il y a 23% de cette dette qui est détenue par les privés. Donc, c'est la dette commerciale. Et aussi, donc, il reste une part de 17%. Donc, ces 17%-là sont détenus par des États. Donc, c'est la dette bilatérale. Et parmi ces États-là, la Chine et la France sont les principaux pays. 11 500 milliards de dettes pour le Sénégal, alors que l'État avait arrêté une dette publique extérieure de 10 000 milliards en 2023. Un écart de 1 500 milliards qui pourrait confirmer les propos du Premier ministre sur l'état de nos finances publiques, selon l'économiste. Mabo, c'est dans le département de Birkelane. Les jeunes sont montés au front pour livrer leur part de vérité suite au déferment de leur père par le tribunal de grande instance de Kaffrine. Face à la presse, Ousseynou Sakho, leur porte-parole, accuse le maire de Mabo, Aliou Cissé, de ne pas assez tendre la main aux jeunes, mais aussi au cadre du département. Pour rappel, le maire de Mabo a été blessé par un projectile lors d'une finale de Nawetan dont il était le parrain lors des dernières élections législatives. Ousseynou Sakho est interrogé par Ndéa Wabé, Mam Gorwilan. Li nga xamanteni amon na ca ki nga xamanteni mo len accusé depuis lors ba légui mom mo ngi nek di wax né porté wul plainte deful dara to mosu sa ñew taxaw fi nga xamanteni moy tribunal bi donc lolu rek day wone né dangereux nit ku dangereux lañu am suñu kanam parce que bu fekké né da nga njaboti ñep bok say njabot lepp loy diglé ak ñom wala nga koy def rek war nga ko mëna xalat wax deug yalla mën nañu wax né amna lu leen tribunal topé waye dul sànni xeer dul leneen c'est parce que lu demee ni menace de mort loolu la waaye amul solo li amoon solo rek mooy booy ñoom seen bopp adduna yëpp xam ne li nga xamante ne lañ leen jiiñ muy sànni xeer ci stade Mabo amul benn preuve boo xamante ni tey ñi accusé ñoom andi nañu ko fii ci Mabo wala ci tribunal bu Kaffrine parce que depuis 10 jours booy ñoo ngi fi yàlla def ñu génn le maire Aliou Cissé nag wax dëgg yàlla bett na Sénégal yi yëpp. Allez, nous parlons à présent de la célébration de la journée internationale de la corruption, de lutte contre la corruption plutôt. Occasion saisie par les membres de l'Office national de corruption, l'OFNAC, pour sensibiliser l'opinion publique sur ce fléau. Nous écoutons tout de suite François John Ndiaye, chef du département prévention au sein de l'OFNAC, ainsi que Papa Saliou Sall, président de la Fédération de randonnée pédestre du Sénégal. Dire que le travail doit être consolidé. Un travail de prévention n'est pas un travail facile parce que dès qu'il y a un relâchement, les habitudes peuvent revenir, des comportements relatifs à la corruption, à la concussion, à l'enrichissement illicite peuvent revenir. La solution, c'est insister de manière permanente à lutter contre la corruption, mais en intégrant l'ensemble de la population sénégalaise. Donc je pense que, comme vous le savez, la lutte contre la corruption n'est pas une affaire que de l'OFNAC, c'est une affaire de l'OFNAC. Les populations doivent s'approprier cette lutte. C'est leur lutte, c'est notre lutte, c'est la lutte de tout le monde. 8 décembre 2012, 8 décembre 2024, exactement 12 ans que nous quittait Serigne Mansour Sy Borom Daradji. Plus d'une décennie après sa disparition, le souvenir de cet érudit qui maîtrisait le Saint-Coran et l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est encore vivace dans la mémoire des Sénégalais. Cheikh Anta Diop nous dresse son portrait.
Serigne Mohamedoul Mansour Sy Borom Daraji est né le 15 août 1925 à Tivaouane. Il est rappelé à Dieu le 8 décembre 2012 à Neuilly-sur-Seine où il a été interné à l'hôpital. L'ancien khalife général des Tidianes nous a quittés à l'âge de 87 ans. Sa disparition avait plongé le Sénégal dans une profonde consternation. Borom Daraji, comme l'appelaient les talibés Tidianes, a passé toute sa vie à l'enseignement du Coran, à la jurisprudence islamique. Sa maîtrise du Coran, de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est incontestable. Serigne Mansour Sy Borom Daraji aura marqué le cœur des fidèles Tidianes jusqu'à sa disparition en décembre 2012. Devenu le khalife général des Tidianes le 14 septembre 1997 après le rappel à Dieu de son prédécesseur Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, Serigne Mansour Sy Borom Daraji est parvenu à former un nombre important d'érudits. Connu pour son esprit d'ouverture, alliant amour et humour, Borom Daraji, Borom Khalimagi, Borom Sañse savait tenir en haleine les fidèles Tidianes lors des grands rendez-vous religieux tels que le Maulid. Merci beaucoup à Cheikh Anta Diop pour ce portrait. À présent, l'invité du 20h. Je rappelle qu'il s'agit de M. Abdoulaye Thiam, directeur technique du Conseil sénégalais des chargeurs. Bonsoir M. Thiam. Bonsoir Sarah, merci de me recevoir sur ce plateau. Alors avec vous, nous allons parler de cet atelier que le COSEC tient du 9 au 13 décembre prochain sur le développement durable des corridors. Avant de nous intéresser, si vous le permettez, à cet atelier, M. Thiam, pourriez-vous déjà rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent ce qu'est le COSEC et quelles sont ses missions? Le COSEC est un établissement public dont la mission est de définir et de protéger les intérêts des chargeurs. Pour la compréhension des téléspectateurs, le chargeur est le propriétaire de la marchandise transportée de bout en bout depuis la phase de pré-acheminement, c'est-à-dire des entrepôts du fournisseur vers le port d'embarquement, la phase d'acheminement via un transport principal effectué généralement par voie maritime ou aérien. Enfin, le post-acheminement du port de Dakar vers la destination finale du chargeur. C'est la raison pour laquelle le COSEC intervient sur toute la chaîne logistique, y compris les corridors, pour mettre en œuvre les conditions optimales de réception, d'expédition et de réexpédition des marchandises, conformément à la mission qui lui est dévolue par l'article 2 du décret numéro 94-606 du 9 juin 1994. Et cette mission, naturellement, inclut la gestion, la coordination et l'exploitation des corridors terrestres et fluviaux-maritimes. Par ailleurs, le COSEC accompagne les chargeurs à travers la réalisation de projets logistiques visant à faciliter le transit et l'acheminement des marchandises. Très bien. Alors, de nombreux téléspectateurs pourraient ne pas comprendre ou ne pas être tout simplement familiers avec ce terme que vous avez employé à plusieurs reprises, le terme corridor. Que signifie un corridor dans le contexte du transport et du commerce et en quoi il joue un rôle crucial pour le Sénégal? Un corridor est un ensemble intégré d'infrastructures et de services traversant au moins deux États avec comme point de départ ou d'arrivée un port maritime. On pourrait citer par exemple le corridor Est qui traverse le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ou encore le corridor Ouest avec le Sénégal et le Cap-Vert, ou le corridor Nord traversé par la Mauritanie, le Maroc, ou le corridor Sud avec le Sénégal, la Gambie et les deux Guinées. Notez que les corridors présentent un enjeu majeur. La semaine passée, le président Joe Biden a annoncé en Angola le financement du corridor de Lobito à hauteur de 600 millions de dollars, qui permettra l'acheminement des minerais de la RDC et de la Zambie à travers un corridor ferroviaire vers le port de Lobito en Angola,
pour le transport des minéraux, afin d'assurer la transition énergétique. Sous nos cieux, les échanges entre le Mali et le Sénégal, qui s'effectuent à travers le corridor Dakar-Bamako, représentent 50,5% des exportations du Sénégal. Pour vous dire que le développement des corridors est un enjeu majeur. Vous choisissez de tenir cet atelier au moment où les nouvelles autorités ont présenté à la nation le référentiel Sénégal 2050, la vision de ce nouveau régime d'ici l'horizon 2050. En quoi cet atelier sur le développement durable des corridors s'inscrit-il, j'ai envie de dire, dans cette vision du Sénégal à l'horizon 2050 ? Merci pour cette pertinente question, car elle touche à la stratégie nationale de développement du Sénégal. La vision 2050 portée par son Excellence le Président de la République est une ambition nationale qui repose sur 4 axes. L'un de ces 4 axes, l'axe 3, porte sur l'aménagement et le développement durable. Dans ses récentes sorties, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de moderniser les corridors pour booster notre économie et mieux intégrer le Sénégal dans les échanges régionaux et internationaux. C'est dans ce contexte que la directrice générale du COSEC a jugé opportun d'organiser cet atelier de réflexion et de contribution pour permettre aux acteurs de réfléchir afin de proposer des solutions qui vont dans le sens du développement des corridors. Cet atelier, naturellement, vise 3 objectifs. Le premier consistera à diagnostiquer les corridors existants afin d'identifier les points forts et les points faibles. Le deuxième objectif consistera à dégager des orientations stratégiques pour leur modernisation. Et enfin, il s'agira de proposer des solutions pour leur durabilité et leur sécurité. Vous avez parlé d'acteurs, les acteurs qui vont participer à cet atelier. Justement, quels sont ces acteurs impliqués dans cet atelier que vous organisez, je rappelle, du 9 au 13 décembre, et surtout, quels sont leurs rôles? Permettez-moi déjà de remercier au nom de la directrice générale du COSEC, Madame le ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, qui a accepté de présider l'ouverture des travaux de cet atelier, qui verra la participation également de notre tutelle technique financière, en l'occurrence le ministère des Finances et du Budget. Il y aura également le ministère des Infrastructures et des Transports aériens, le MITA, garant des politiques publiques en matière de mobilité et d'infrastructures. Nous convions également le ministère de l'Environnement, puisqu'il s'agit de développement durable. Les forces de défense et de sécurité, naturellement, qui jouent un rôle crucial dans la sécurisation des différents corridors. Il y aura également les douanes sénégalaises, qui jouent un rôle déterminant également dans la facilitation des échanges transfrontaliers. Nous avons également convié à ces assises la communauté des acteurs portuaires, qui fédère tous les acteurs portuaires, ainsi que le port autonome de Dakar et l'Agence nationale des affaires maritimes, qui jouent un rôle crucial dans le développement et la modernisation des infrastructures portuaires. À ce sujet, il est ressorti du dernier conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires que le COSEC travaillera en synergie avec le port autonome de Dakar et l'ANAM pour une mutualisation des réflexions, pour des décisions concertées et inclusives au bénéfice de l'économie sénégalaise. Je ne saurais terminer également sans invoquer l'invite qui est faite aux organisations sous-régionales. Je veux parler de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'OMVS et des partenaires technico-financiers comme la BAD, la Banque mondiale et la BNDE. Enfin, nous avons également convié à cet atelier des experts internationaux qui animeront ces panels afin de trouver des solutions innovantes adaptées aux réalités sénégalaises. Alors, bonne transition justement pour nous donner une idée de votre agenda. Pendant 3 jours, les ateliers porteront sur quoi? Des panels, des conférences, des échanges? Il s'agira de panels, des présentations qui seront axées sur 4 thèmes principaux.
Le premier thème tournera autour du diagnostic des infrastructures sur le corridor. Le deuxième thème portera sur la qualité et la performance des corridors en incluant le volet sécuritaire. L'argent étant le nerf de la guerre, le troisième thème portera sur le financement des corridors. Et enfin, le quatrième thème portera sur l'innovation technologique. Il s'agira également, à la faveur de la présentation de ces différents thèmes, de recueillir les contributions des différentes parties prenantes qui seront conviées à cet atelier afin d'avoir une feuille de route au sortir de cet atelier qui nous permettra de vraiment développer les corridors sénégalais. Le développement, un atelier donc sur le développement durable des corridors du 9 au 13 décembre organisé par le Conseil sénégalais des chargeurs, représenté ce soir par Monsieur Abdoulaye Thiam qui en est le directeur technique. Merci Monsieur Thiam d'être passé nous voir et plein succès d'ores et déjà pour ces travaux qui démarrent demain. C'est moi qui vous remercie, Sarah. Nous poursuivons ce journal, mais cette fois-ci hors du Sénégal. Le Kremlin a affirmé dimanche que le président syrien Bachar al-Assad avait démissionné de son poste et quitté la Syrie après l'offensive fulgurante de groupes rebelles menée par des islamistes radicaux qui a mis son armée en déroute suite aux négociations entre Bachar al-Assad avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie. Il a décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. Déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. La page des sports à présent et ça démarre par du football. Deuxième journée groupe C de la Coupe CAF à domicile. La SC Jaraaf concède le nul blanc face à l'USM Alger. Le premier point engrangé par le club de la Médina dans cette compétition après son revers lors de la première journée. Et puis en basketball, deuxième sortie et deuxième succès pour l'AS Ville de Dakar dans le groupe A et de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin. La championne du Sénégal a surclassé Mountain of Fire and Miracles du Nigeria sur le score de 81-50. Une deuxième victoire synonyme de qualification au deuxième tour pour l'AS Ville de Dakar. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, vous aurez le dernier face-à-face qui opposera Site à Modulo. Ce sera en direct sur la télévision Futur Média. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.